Professeur Juste Kodjo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ayou. Merci d'avoir accepté d'intervenir en direct depuis les États-Unis au siège de l'information. Le processus électoral se poursuit en ce moment aux États-Unis. Le dépouillement du vote se poursuit et devient de plus en plus long. Trump demande l'arrêt du dépouillement. Il conteste même certains résultats. Quelle lecture faites-vous de toute cette situation qui prévaut en ce moment même dans le processus électoral aux États-Unis? Monsieur Ayou, merci à vous et merci à Gulf TV. Comme vous le remarquez, nous sommes dans une situation spéciale ici aux États-Unis en ce moment. Il faut l'attribuer, disons, à trois raisons principales. La première raison, c'est que 2020 est une année spéciale en raison de la pandémie. Donc, cette pandémie a fait que beaucoup d'électeurs ont choisi de voter par correspondance plutôt que d'aller en personne le jour du vote. Et donc, du coup, ceux qui décomptent les voix sont obligés de faire très attention et de prendre des précautions exceptionnelles pour pouvoir décompter justement ces bulletins qui sont parvenus par correspondance. Donc tout ça ralentit un peu plus le processus. La deuxième raison aussi, c'est le taux de participation record pour 2020. Donc, vous avez un nombre beaucoup plus élevé de suffrages exprimés et donc tout ça a des implications pour le décompte des voix. Et la troisième raison, évidemment, c'est le caractère un peu rebelle de l'un des candidats, le président Trump, qui, comme vous savez, depuis très longtemps a commencé à jeter du discrédit sur le processus électoral dans son ensemble. Et donc, tout ça amène ceux qui sont impliqués dans la gestion des élections au niveau des États à prendre des mesures extra, à être beaucoup plus prudents. Ils demandent beaucoup plus de temps pour justement éviter de donner ou d'apporter de l'eau au moulin de l'un des candidats dont je parlais tantôt. Donc tout ça fait que les choses semblent traîner un peu, enfin elles traînent beaucoup plus que par le passé, mais je crois que de plus en plus des précisions sont en cours. Actuellement, au dernier développement, le candidat Joe Biden est passé en tête dans presque tous les États qui restent. Et donc, je me dis que dans les prochaines heures, peut-être d'ici demain, si on est chanceux, on pourrait avoir tout au moins les grandes tendances. Professeur Juste Kodjo, les résultats ne sont pas encore connus. Je veux parler des résultats définitifs. Mais avec ces tumultes, avec le président Donald Trump qui geste du discrédit sur le processus électoral, l'image des États-Unis, pays de stabilité et de grande démocratie, n'est-elle pas un peu corchée là? C'est vrai que les États-Unis sont un peu un pays à part. C'est vrai, vu de l'extérieur, on peut se poser beaucoup de questions, on peut s'inquiéter d'ailleurs, mais pour l'Américain moyen, il faut dire que ce que pense la communauté internationale ne l'impressionne pas vraiment. Et plus particulièrement, les supporters de Trump, qui sont très nationalistes par essence, qui ont une stratégie ou un plan à dérouler, et donc ils vont tout faire pour aller au bout et ne pas nécessairement se soucier de ce que pensent les autres pays, de ce qui se passe ici. Mais la réalité, c'est que effectivement, ce n'est pas une bonne image. Ça ne donne pas nécessairement raison à ceux qui sont pro-démocratie à travers le monde, ceux qui, comme toujours, citent les États-Unis en exemple. Mais comme je vous dis, vu de l'intérieur, c'est un moindre mal. Si Joe Biden gagne, le processus de certification peut connaître quelques difficultés dans les États dont les sénateurs sont à majorité républicains. Qu'est-ce qui risque de se passer dans ce cas? Alors, le système américain est un peu spécial, un peu complexe aussi. Euh, je vais vous décrire très brièvement le processus tel que conçu. Il a évolué au fil des siècles, mais à la date d'aujourd'hui, le principe, c'est quoi? Les élections se déroulent et chaque État donc donne les résultats, ou tout au moins donne les grandes tendances au départ, et ensuite les résultats officiels sont certifiés au niveau de chaque État. Et ce n'est qu'après ça qu'en décembre, généralement, d'ailleurs, je crois que la Constitution prévoit le deuxième lundi
ou le premier lundi suivant le deuxième mercredi du mois de décembre. C'est un peu complexe. Mais en décembre, donc, le collège des grands électeurs se réunit en fonction de la répartition issue des résultats du vote au niveau des différents États. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Si entre maintenant et le 14 décembre, à peu près, où le collège devra se réunir, les États ou des États n'arrivent pas à certifier leurs résultats, il va certainement se poser un petit problème. Nous n'avons pas vécu ça par le passé, mais je me dis qu'on pourrait, il y a toujours cette hypothèse que si Trump et ses supporters continuent d'engager des poursuites judiciaires ou de déposer des plaintes judiciaires, ça pourrait ralentir donc le processus de certification au niveau de certains États. Et cela pourrait aussi avoir une implication sur donc la réunion du collège électoral en décembre. Nous prions pour que les cours puissent réagir assez vite et donner l'occasion aux différents États donc de certifier leurs résultats avant la date de convocation des grands électeurs. Maintenant, pour ceux qui sont de l'extérieur et qui ne comprennent pas le système, la convocation des grands électeurs est beaucoup plus symbolique pour justement rester conforme à la Constitution. Les grands électeurs ne décident pas en vérité de l'issue de l'élection. L'issue est décidée au niveau de chaque État au moment des élections que nous vivons actuellement. Et donc, si vous prenez l'État, par exemple, de la Pennsylvanie, qui probablement va décider l'issue de cette élection, il y a 20 voix allouées aux grands électeurs. Et donc, celui qui gagne l'État de la Pennsylvanie en termes de vote, en termes de suffrage, c'est lui qui aura donc ces 20 grands électeurs-là à son compte. Et une fois convoqués en décembre, les 20 représentants donc de la Pennsylvanie se prononceront en faveur du candidat qui aura gagné les élections en Pennsylvanie. Et donc, c'est beaucoup plus quelque chose de formel et pas vraiment un pouvoir comme ça a été par le passé. Parce qu'au départ, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, ce sont les grands électeurs qui choisissaient eux-mêmes qui ils voulaient comme président et vice-président. Mais ça a évolué. Et donc, nous sommes aujourd'hui à un processus beaucoup plus de confirmation par les grands électeurs que d'élection par les grands électeurs. On ne peut pas dire aujourd'hui que le système électoral américain est devenu trop fragile au point de verser dans la catastrophe, dans les affrontements. A priori, non. Je mets un peu de gants, je mets des gants en disant cela. A priori, non. Comme j'ai dit, c'est un système qui date de plusieurs siècles, et qui a évolué aussi au fil du temps. Est-ce que ce que nous observons, pas seulement cette année, mais que nous avons observé en 2016, en l'an 2000, est-ce que tout ça va aboutir à de nouvelles réformes du système? C'est possible, mais pas très probable. Parce que le système tel que conçu, en fait, protège une certaine, disons, une certaine frange de la population. Et dans le contexte actuel, les républicains, en fait, tirent beaucoup plus profit du système du collège électoral ou des grands électeurs. Parce que si on devrait se fonder sur le vote populaire, sur le nombre de suffrages recueillis au plan national, la différence de voix entre Joe Biden et Trump à l'instant où je vous parle est de plus de 4 millions de voix. Et pourtant, on ne connaît pas encore le prochain président. Et donc, les réformes qui iraient dans le sens de la démocratie totale, où le suffrage exprimé au plan national détermine l'issue du vote, je crois que cette réforme n'aboutirait pas, parce que les républicains feraient obstacle, parce que justement, ils n'ont pas, de par le passé, depuis quelques décennies, ils n'arrivent pas vraiment à obtenir le vote populaire. Voilà un peu ce que je pense de ce qui va se passer en termes de réforme du système. Je ne vois pas grand-chose pouvoir changer dans les années à venir. Au cas où les deux candidats obtiendraient le même nombre de grands électeurs, qu'adviendrait-il? Alors, depuis 1964, le nombre de grands électeurs est établi à 538. Le nombre équivaut en fait au nombre 435 de la Chambre des représentants au Congrès
et aux 100 sénateurs au niveau du Sénat. Donc ça fait 535 et plus 3 représentants pour la capitale Washington DC, ça fait 538. Et donc pour être élu président, il faut avoir 270 voix, donc plus de la moitié. Mais dans le scénario que nous avons actuellement, si il peut arriver qu'on ait une situation où Trump a 269 voix et Biden 269 voix, donc à égalité. Et c'est possible. Je crois que hier, j'ai parcouru un peu quelques options. Il y a une option qui pourrait effectivement conduire à cela. Si ça arrive, la Constitution prévoit ce qui suit. La Chambre des représentants au niveau du Congrès devra se réunir pour déterminer le prochain président de la République parmi les candidats. Et le Sénat se réunira pour déterminer le prochain vice-président parmi les candidats aux élections. Donc c'est ce qui est prévu par la Constitution américaine. Donc vous voulez dire qu'au cas où les deux candidats obtiendraient le même nombre de voix, Donald Trump a plus de chances d'être reconduit à son poste? Pas vraiment, parce que là, à l'état actuel, la Chambre des représentants est contrôlée par les démocrates. Donc, ils ont plus de chances de désigner un candidat démocrate à la présidence. Par contre, il va certainement se poser un problème parce que le Sénat est contrôlé par les républicains. Et c'est à eux que revient le droit de désigner un vice-président. A priori, je ne crois pas qu'ils voudront désigner un vice-président républicain, mais c'est toujours possible parce que nous sommes dans une situation un peu exceptionnelle. On n'a pas eu le temps d'aborder cet aspect-là que je développe de plus en plus quand j'interviens sur les questions politiques américaines. L'aspect disons, les États-Unis sont à une croisée de chemin. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dessiner. Et ça pourrait encore durer une décennie ou deux, ou peut-être même plus, jusqu'à ce que les choses se stabilisent. En fait, le pays, sans le savoir, est en train de rechercher la direction à suivre dans les prochains, disons, dans le prochain siècle, si vous voulez. Parce que le changement de la structure démographique au niveau du pays fait que la population blanche est en train de perdre de la vitesse par rapport aux autres races minoritaires. Et donc, il y a un peu comme un bras de fer qui se profile à l'horizon. Et tant dans la politique que dans les autres aspects de la société, vous le voyez avec les différents troubles que nous avons connus dernièrement. Donc, c'est un moment, en fait, décisif, c'est un moment historique que nous vivons sans le savoir. Pour le peu de formation d'historien que j'ai toujours du plaisir à regarder les choses de façon... Qu'adviendra-t-il dans 50 ans? Si nos petits-fils, dans 50 ans, regardaient notre époque aujourd'hui, que penseraient-ils? Et si c'est le cas, je me dis qu'ils arriveraient à conclure que 2020, les années 2020 constituent un moment décisif. Nous sommes témoins de l'histoire sans le savoir. J'espère que tout ça va se résoudre très prochainement. J'ai comme impression, professeur Juste Kodjo, que Donald Trump multiplie les stratégies. Il joue sur le temps, il joue sur les nerfs de ceux qui sont en train de travailler en ce moment. Cette stratégie peut-elle lui marcher? Alors, quand vous parlez stratégie, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'il veut accomplir à travers cette stratégie. C'est quoi son but ultime? De mon point de vue personnel, et ça c'est strictement personnel, mais la lecture personnelle que je fais est la suivante. Trump, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas bête, il n'est pas con. Et il n'est pas non plus tout seul. Il a une coalition de gens qui partagent des idéaux, qui partagent des objectifs. Et donc, analyser le comportement de Trump nous demande de prendre du recul pour nous demander qu'est-ce qu'ils veulent. Ces gens, qu'est-ce qu'il lui veut, qu'est-ce que les autres veulent. Et moi, mon point de vue personnel est que, m'inscrivant donc dans le contexte que je décrivais tantôt du changement historique en cours, ils sont donc dans un combat long terme. Et quand vous regardez Trump et ses alliés aujourd'hui prendre position pour jeter du discrédit sur le processus et contester un certain nombre de choses, ce n'est pas nécessairement, à mon avis, nécessairement pour basculer l'issue de l'élection de 2020. Mais c'est beaucoup plus pour générer
un certain sentiment d'injustice, un certain sentiment de frustration, de rage, qui servira après à mobiliser des supporters dans le futur. Et donc, moi, je me dis dans ma prédiction personnelle que dans 4 ans, il n'est pas impossible que Trump, s'il perd les élections en 2020, qu'il veuille se représenter ou à défaut, qu'il veuille soutenir quelqu'un qu'il pourra pousser. Et à ce moment-là, les griefs de 2020 pourraient ressurgir. Voilà pourquoi il faut autant que possible créer autant de griefs que possible. Comme je dis, c'est une lecture assez strictement personnelle. J'espère que l'histoire ne me donnera pas raison, mais on verra bien. Au cas où Biden remporterait véritablement, effectivement, ces élections présidentielles aux États-Unis, est-ce une nouvelle ère qui s'ouvre pour les Américains? Je dirais pas vraiment. Pas vraiment. Je suis toujours dans ma logique que nous sommes à un moment de changement historique. Et donc, vous avez en face deux forces. D'un côté, les progressistes, ceux qui veulent changer un certain nombre de choses dans la société américaine. Parce que pour ceux qui ne sont pas familiers avec la société américaine, c'est une société assez conservatrice. Contrairement aux pays européens, les États-Unis ont résisté à beaucoup de changements sociaux. Et donc, quand vous avez les démocrates qui veulent mettre en place des politiques de progrès social, ça ne plaît pas nécessairement à beaucoup d'Américains, disons même à une grande partie de la population. Et donc, quand vous aurez, comme nous l'avons vu avec l'ère Obama, l'ère Obama justement a créé un peu les conditions pour mettre en place un certain nombre de politiques progressistes au plan social. Disons la reconnaissance du mariage des gays, un certain nombre de choses. Donc ça crée de la résistance de l'autre côté. Et de l'autre côté, ils se mobilisent davantage parce qu'ils sont un peu comme dans un combat de survie. Ils veulent que leurs valeurs survivent, ces valeurs qui ont survécu des siècles. Et donc, ils ne baisseront pas les bras. Il faut donc s'attendre à ce que, si Biden gagne les élections, si les démocrates conservent la Chambre des représentants, comme c'est certainement comme ce qui se dessine, les républicains probablement vont conserver le Sénat. Il faut s'attendre à ce que le bras de fer continue, et à ce que les républicains fassent tout pour freiner un certain nombre de choses au niveau des démocrates. Donc nous allons encore assister à 4 années de bras de fer. Et ce bras de fer, comme j'ai dit, c'est dans une logique du long terme. C'est pouvoir, pour les républicains, s'assurer que le pays ne bascule pas vers la gauche, et pour les autres, c'est faire en sorte qu'il y ait une certaine évolution dans les normes et dans les valeurs. Donc c'est ce bras de fer-là que je décrivais tantôt en termes de changement historique. Alors, une toute dernière question. Vous êtes d'origine africaine. La victoire de Biden, qu'est-ce que cela pourrait véritablement changer et améliorer dans les relations américano-africaines? Alors, je suis toujours un peu prudent quand je fais ces analyses parce que, en tant que historien de formation et deux, en tant que politologue de formation, il faut toujours attendre d'avoir des preuves. Et généralement, le bilan n'est possible qu'après l'action. Et nous avons commis cette erreur avec l'ère Obama, pensant que systématiquement l'élection d'un noir devrait naturellement être à l'avantage de l'Afrique. Ce n'est toujours pas le cas parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est que l'administration Biden va certainement continuer ce que le président Obama avait enclenché par rapport à la politique de sécurité ou la politique extérieure vis-à-vis de l'Afrique. Je ne sais pas ou je n'anticipe pas de grands changements. Maintenant, est-ce qu'en termes de retombées, parce que même actuellement, c'est encore trop tôt de savoir si l'ère Trump a été plus à l'avantage de l'Afrique que l'ère Obama. Moi, j'attends toujours d'avoir des preuves. Et c'est encore un peu trop tôt pour avoir des preuves et juger. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Professeur Juste Kodjo, je vous remercie. Merci, M. Chabel Ayou, merci à Golf TV et portez-vous bien.